Bienvenue sur Desprises, le podcast qui raconte le cheminement de celles et ceux qui écrivent un nouveau récit écologique. Je crois que la construction d'une société plus écologique, c'est avant tout une histoire de personnes qui écrivent de nouvelles manières de vivre, de travailler et de s'engager, de se mettre en mouvement. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de ces personnes. Entrepreneurs, artistes, politiques, activistes et bien d'autres. Je m'immerge dans leur métier et leur quotidien. Et je viens partager leur déconstruction personnelle, leurs clés pour agir et les convictions qu'elles portent. Dans cet épisode, j'invite Jean Moreau, fondateur de Phoenix, une entreprise anti-gaspillage qui a sauvé 115 millions de repas depuis 2014 et coprésident d'Impact France, le plus grand mouvement des entreprises de l'ESS. On parle de comment il a questionné le dogme classique du faire carrière, partant du milieu de la finance vers l'ESS, de comment il nourrit l'ambition de faire que des entreprises qui se battent pour une cause sociétale ne soient plus marginales, mais aussi de ses défis personnels en tant que chef d'entreprise dans ce secteur qui lui était inconnu. Bonne écoute. Salut Jean. Salut Patrick. Bienvenue sur le podcast. Merci à toi pour l'invitation. Alors c'est marrant parce que du coup je vois les événements à travers évidemment le filtre écologique, mais hier il a neigé. Bon, je pense qu'on est dans le bon timing pour essayer de contribuer à la transition écologique quand même, en plein mois d'avril. C'est clair. Après des journées en t-shirt à 30 degrés, il se met à neiger, donc le dérèglement en toute sa splendeur. Alors Jean, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc moi j'ai 37 ans, j'ai deux petits-enfants de 2 et 5 ans, et puis j'ai un troisième enfant qui s'appelle Phoenix, qui est une entreprise sociale, une start-up de la Tech for Good, dont la mission est de lutter contre le gaspillage alimentaire, que j'ai monté il y a 7 ans maintenant avec Baptiste, mon associé. Et après un parcours assez classique, en tout cas formation classique, parce que j'ai fait une prépa, une école de commerce à l'ESSEC, où j'ai trouvé que la formation était chouette et le cadre était top, mais que ça manquait un peu de densité et d'intérêt général. Alors j'ai fait un tour à Sciences Po pour ajouter cette coloration affaires publiques et intérêt, et un peu dimension politique, quoi, disons. Et tout ça pour que à 25 ans, je commence ma carrière dans la banque d'affaires en fusion-acquisition, dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch, où j'ai fait ce qu'on appelle du M&A, Merger and Acquisitions, pendant 5 ans. Et puis à l'âge de 30 ans, j'ai eu une sorte de crise d'adolescence à retardement, ou de crise de la quarantaine anticipée, peut-être un mix des deux. Et donc j'ai voulu faire un truc qui aujourd'hui est vachement à la mode, mais qui l'était un peu moins il y a 7 ans, c'est-à-dire poursuivre une quête de sens, quitte à sacrifier un peu de confort et le CDI que j'avais à l'époque qui était dans des bonnes conditions matérielles. Donc voilà, pour créer Phoenix, une boîte à impact et pour accorder et aligner mes aspirations perso avec mon quotidien professionnel. Et du coup, qu'est-ce que c'est Phoenix? Alors Phoenix, comme j'ai dit, donc on est une startup qui offre des solutions à la fois tech et humaines. On tire un peu le profit du meilleur du digital et de l'humain. Parce qu'on est quand même 200 chez Phoenix, donc il n'y a pas que des développeurs, hein, il y a aussi des chefs de projet. Et notre métier, c'est d'accompagner les acteurs professionnels de diverses formes. On a beaucoup de distributeurs, donc la grande distribution, les Leclerc, les Intermarché, les Super U, les Franprix. On a des gros industriels type Danone et autres. Et puis on a des petits commerçants de quartier. Et tous ces gens-là, ils ont la même problématique. C'est qu'ils ont pour plein de raisons des produits invendus, invendables, des fins de promo, des produits proches de la péremption, qui jusqu'à maintenant partaient souvent à la poubelle, en incinération ou en enfouissement. Et donc nous, on essaie d'éviter cette aberration-là, qui est une aberration à la fois sociale, économique et environnementale. Et on a des outils pour systématiser la deuxième vie des invendus et la réduction du gaspillage alimentaire. Et donc concrètement, on fait 3 choses. On aide les professionnels à repérer les invendus dans leurs rayons et dans leurs usines, avec un outil de détection des invendus. Une fois qu'on a repéré ces invendus, on les branche sur notre application mobile grand public, l'application Phoenix, qui est une application B2C qui permet aux consommateurs, donc comme toi et moi, de racheter à petit prix des invendus dans les commerçants autour de chez eux. Et on n'est pas les seuls là-dessus, mais on a une belle appli qui a été téléchargée 2 millions de fois. Et puis pour la partie qui n'est pas revendue, on la met sur une plateforme de dons aux associations caritatives. Et donc on propose de collecter les magasins avec les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge ou le Secours Pop. Le but étant qu'à la fin de la journée, avec ces différents canaux de valorisation, l'appli en B2C et le don aux assos, on ait atteint le zéro déchet alimentaire, qui est un peu le Graal chez Phoenix. Et du coup, est-ce que Phoenix, c'est d'abord l'outil technologique ou c'est l'accompagnement
et le fait de rentrer en relation avec ces parties prenantes? C'est une très bonne question, une très bonne remarque, et ma réponse, elle est assez claire, c'est que pendant 3-4 ans, Phoenix a été la deuxième partie de ta phrase, c'est-à-dire on était essentiellement une boîte d'accompagnement, de mise en relation, et ça passait plus par de l'humain et du réseau des outils tech. Et on a atteint les limites de ce modèle-là, les limites du modèle de mise en relation. Et on l'a complété par des outils digitaux pour pouvoir passer à l'échelle. Parce qu'en fait, l'accompagnement, le coaching terrain, c'était une bonne, c'était probablement le bon service pour passer de 0 à 1 et de 1 à 10. Mais quand il s'agit de passer de 10 à 100, seul à mon avis, hein, c'est un point de vue, mais seule la tech permet de passer à l'échelle rapidement. Donc on est né comme une boîte low-tech et on devient progressivement une boîte beaucoup plus centrée sur les produits, sur la data. Et voilà, on se digitalise au fil de l'eau, mais c'était pas notre ADN historique, donc c'est un gros défi managérial de changement en interne. C'est intéressant parce que je pense que quand les gens regardent le résultat final de ce qu'est Phoenix aujourd'hui, on a tendance à se dire si on a envie de se lancer dans une aventure comme ça, de lancer l'application directement. Tu penses que du coup, faire l'étape de 1 à 100, là maintenant directement si je commençais, ce serait une erreur, ça marcherait pas? Franchement, je trouve que ça passe beaucoup par enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça passe beaucoup par des prises de conscience, des échanges, des rencontres. Moi, quand j'ai quitté la banque d'affaires, je connaissais pas du tout l'univers des startups tech, ni l'univers d'ailleurs du retail, de la distribution dans lequel on évolue aujourd'hui. Et du coup, je l'abordais avec un œil à la fois neuf, ce qui était une force. Mais du coup, j'avais pas en tête tous ces réflexes d'être centré produit plutôt que service, de faire quelque chose qui soit directement ambitieux, de penser à l'international, de faire quelque chose qui scale, comme on dit dans le monde de la tech. Et c'est venu plus tard au gré des rencontres en me disant, mais en fait, c'est ça que je veux construire. C'est quelque chose c'est pas juste du conseil, du coaching, de l'accompagnement. C'est une vraie boîte centrée produit avec une vraie culture plus tech et data, quoi. Et donc, je trouve que c'est un gros défi, mais c'est aussi ce qui est super excitant dans Phoenix. C'est qu'on entame une sorte de mutation interne de Phoenix 1.0 vers Phoenix 2.0. Et je pense que ça aurait été trop tôt de le faire au début parce que le marché n'était pas mature et que ce genre de choses, tu peux te permettre de le faire quand le marché est mature, qu'il y a de l'adoption. Mais tu vois, si on était directement arrivé en 2014 avec une plateforme nickel, une application mobile, etc., vu qu'on portait un sujet nouveau qui était le gaspillage alimentaire, la fin de vie des invendus, il y aurait pas eu d'usage, quoi, ni côté utilisateur et ni côté client. Et maintenant que c'est devenu plus mainstream et que c'est plus dans l'air du temps, c'est faisable. Mais au départ, il y avait une grosse partie d'évangélisation et de faire arriver le marché à maturité. Hmm. C'est marrant, tout à l'heure, tu disais du coup que tu venais de la finance, mais comment, parce que du coup, toi, ton parti pris, c'était d'abord de créer du lien, de faire en sorte que les personnes puissent être plus sensibilisées à cette cause. Comment on réussit à convaincre quand on vient de la finance qu'on n'a aucun réseau et aucune légitimité dans ce domaine, dans ce secteur-là? Bah, ça, c'est probablement un des meilleurs enseignements de Phoenix et je pense que ça peut donner de l'espoir et du confort à plein de gens, des wannabe entrepreneurs. C'est que, tu sais, on dit souvent qu'il faut se lancer dans le secteur qu'on connaît, dans lequel on a son réseau, son expertise, qu'on a vu des choses qui marchaient pas. Donc, typiquement, si j'étais salarié chez Renault pendant 10 ans, bah, c'est probable que je me lance dans un truc autour de la mobilité ou de l'automobile parce que je connais le secteur par cœur et je connais les frictions et les points de faiblesse des uns et des autres. Et en vrai, bah, nous, on est l'exemple inverse parce que ni Baptiste, mon associé, ni moi, on connaissait ni le côté offre de la plateforme, donc ni le côté distributeur, ni le côté demande. On connaissait pas l'aide alimentaire et les restos du cœur, la Croix-Rouge, etc. Et puis on connaissait pas non plus les dynamiques B2C qui sont hyper différentes du B2B. Et pour autant, je dis pas qu'on a réussi, mais en tout cas, on est en bon chemin pour créer un truc solide. Et donc voilà, c'est peut-être un message d'espoir, c'est qu'avec un peu de niaque, la détermination et en essayant d'être un peu malin, en 12, 18 mois, 24 mois, tu fais ton trou dans un écosystème que tu connaissais pas, tu rencontres les influenceurs, tu rencontres les clients importants, tu comprends les points de friction, ce que tu peux essayer de faire sauter comme verrou et essayer de régler et d'apporter comme valeur ajoutée. Et donc, voilà, mon message derrière, c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière mentale et qu'il faut explorer tous les sujets possibles. Il faut juste trouver un secteur et un sous-jacent qui vous excite et qui vous fasse tenir dans la durée parce que l'entrepreneuriat, c'est super intense. Donc, tu peux vite te lasser
ou être dégoûté du secteur dans lequel tu te lances. Mais à part ça, je ne mettrais pas d'autres barrières, quoi. C'est pas parce qu'on a fait de l'assurance qu'on est cornerisé dans l'assurance, c'est pas parce qu'on a fait de l'ONG qu'on peut pas aller ailleurs. Ouais, c'est risqué du coup parce que tu avais dit dans une interview que pour trouver le sujet sur lequel tu voulais travailler, tu avais juste pris un par un les 17 objectifs du développement durable pour sauver le monde de l'ONU et que tu avais choisi le gaspillage alimentaire. Est-ce que du coup on peut en conclure que c'est plutôt une passion projet qu'un projet passion? Oui, oui, oui. En tout cas, ça serait mentir aux auditeurs que de dire que j'ai le gaspillage alimentaire chevillé au corps depuis que j'ai 8 ans et que j'ai toujours fait gaffe au reste dans mon assiette, etc. Euh, Ma grand-mère me l'a probablement dit, mais voilà, c'est pas un truc que j'avais en tête deep down et que je me suis dit, vas-y, c'est le combat de ma vie. Moi, mon vrai driver, c'était juste, c'est déjà un truc hein, dont je suis fier et qui est important et qui était très motivant en soi, mais c'était, moi, j'ai fait des études, j'ai un bagage, j'ai une puissance de travail. Je suis pas un génie ni un surhomme, mais j'ai juste envie que cette énergie-là, elle soit mise au service d'une cause utile. Et après, j'étais un peu agnostique sur la cause sous-jacente. Ça pouvait être le bien vieillir, le vivre ensemble, l'inclusion, la diversité, la santé, bref. Et il se trouve que le gaspillage alimentaire m'est apparu comme à la fois un sujet assez vaste, avec beaucoup d'envergure et un gros problème à traiter, donc potentiellement beaucoup d'impact. C'était pas un truc de niche, quoi, disons, qui était en plus européen, voire mondial, donc j'étais pas sur un truc euh, très très régional. Et puis, dernière chose qui m'a vachement motivé et animé, c'est que c'était un sujet complet, dans le sens où tu as à la fois un pilier environnemental, qui est la réduction des déchets et les émissions de CO2 qui vont avec. Tu as un pilier sociétal qui est l'aide alimentaire et l'aide aux plus démunis, donc tu as un gros impact social. Il y a un pilier économique parce qu'on fait gagner de l'argent à nos clients et c'est une fierté. Et puis avec du numérique en transverse, donc c'est un projet qui est super complet et avec une ambition qui est noble, donc ça suffisait pour moi à mettre l'énergie qu'il fallait dans la machine. Hmm. Du coup, si tu as appris à aimer ça, qu'est-ce que tu as appris à aimer dans l'agroalimentaire de manière générale, dans ce secteur? Déjà, je trouve que c'est un secteur de grande consommation, donc qui a un impact à grande échelle sur beaucoup de gens, parce que encore une fois, c'est pas un truc de niche. L'alimentaire, c'est un truc récurrent. Tous les gens, tous les jours, ou à minima 3 fois par jour, vont consommer de l'alimentaire. Donc, si tu arrives à faire changer des pratiques d'un grand groupe, potentiellement, tu peux avoir un gros, gros impact at scale. Euh, c'est un sujet qui est aussi facile à appréhender, je trouve. Et tu vois, nous, une des forces de Phoenix, à la fois en marque employeur, en communication, et puis dans ce qu'on peut raconter à nos partenaires et à nos clients, c'est que c'est facile à appréhender et à comprendre notamment nos indicateurs extra-financiers, puisque c'est très important dans l'entrepreneuriat impact ou la tech for good. Nous, c'est facile. Il y a deux, trois North Star metrics qu'on suit de près, qui sont le nombre de repas redistribués, le nombre de repas sauvés de la poubelle, le pouvoir d'achat qu'on a rendu aux consommateurs à travers notre application mobile qui offre des réductions. Et donc, c'est des trucs très, très tangibles et très concrets, et ça paraît pas bullshit et pas. Voilà, c'est facile à matérialiser, quoi, et à se projeter. On voit que la boîte a une utilité, et on voit qu'il y a des indicateurs simples, de bon sens, qui permettent de le mettre en valeur. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de challenge managériaux et de mutation là, de Phoenix. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, mais alors nous, on est à 100% dedans. On est dedans jusqu'au cou, mais je pense que c'est pas un sujet spécifique à Phoenix. C'est un sujet qui est partagé par beaucoup de startups et d'entreprises, d'ailleurs, pas que des startups, d'associations aussi, toute structure qui croît et qui grossit assez vite. Elle fait face à ces phases-là qui sont des phases pas simples à vivre en tant que manager, mais qui sont pour le bien de l'entreprise et pour le bien de la structure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont. En gros, il y a une trilogie dans le management ou dans les startups qu'on appelle un peu le start, build, run. Le start, au départ, il y a des profils qui sont très bons pour faire de l'amorçage, donc pour passer de 0 à 1, et donc pour créer une marque, créer un produit, créer un service, calibrer un peu le tarif, le pricing, convaincre les premiers clients, et qui sont très à l'aise dans la phase un peu de départ qui est pas très structurée, qui est très risquée, où il y a beaucoup d'énergie, on est très multifacette, multitask, couteau suisse. Et donc ça, c'est plutôt les starters. Donc nous, on en a eu au départ et ils sont partis. Ensuite, t'as une phase après qui est une phase de build, où tu construis ta structure, donc tu construis ta boîte, tu commences à mettre en place tout ce que tu voulais pas faire au démarrage, c'est-à-dire un organigramme, des fiches de poste, euh, des outils de reporting, tu mets en place un outil de facturation, un CRM, etc. Et donc ça, c'est encore d'autres profils
qui viennent comme ça. Une fois que tu as fait les fondations du rez-de-chaussée, tu commences à construire un premier étage et plus solide. Et puis maintenant, on est dans la phase de run, qui est une phase plus de gestion en ligne de croisière de la boîte, qui est plus du management classique qui s'apparente à ce que tu peux faire en PME ou en grand groupe, avec toujours un peu plus de risque et moins de sérénité, et plus d'agilité sans doute. Mais par contre, c'est une phase de management, de faire grandir les équipes, de suivre des indicateurs, de remplacer quand il le faut, etc., etc. Donc c'est pas le même profil. Et donc moi je viens d'achever une phase là d'un an et demi où on a renouvelé quasiment 100% du COMEX, du comité exécutif de Phoenix, sur tous les postes clés. Donc le DAF, le CFO, la CMO, la RH, et le directeur opérationnel. Et donc c'était à la fois douloureux parce que tu dois avoir des discussions pas toujours simples avec les gens du tout début. Et en même temps, tu sais que c'est la bonne chose à faire pour que la boîte continue à grossir et à passer les caps. Il faut apporter du sang neuf, un regard nouveau. Et tu remplaces du coup des couteaux suisses par des experts sectoriels sur des thématiques hyper importantes. Et c'est des gens que tu pouvais pas attirer au tout début quand la marque n'était pas connue et que tu n'avais pas les moyens de payer les salaires de marché. Et puis maintenant, tu peux le faire et je pense qu'il faut le faire. Ça vaut pour vous deux aussi, les deux cofondateurs, de vous dire à un moment donné si ça arrive dans les boîtes, hein, de se dire à un moment donné le projet est devenu autre chose et moi je suis plus un starter ou un builder qu'un runner et du coup je laisse la main. Ça arrive complètement et nous ça nous est arrivé. Donc moi on était les deux cofondateurs et mon cofondateur vient de quitter l'entreprise là. Enfin il est toujours board member, il a toujours des parts en capital, etc. Ça fait un très bon terme, mais par contre voilà, il était exactement dans la réflexion que tu décris, à savoir qu'il était plus à l'aise dans le start et le build et qu'il tournait plus en vente depuis 18-24 mois et du coup il vient de quitter l'entreprise fin février dans de très bons termes, etc. Mais voilà, on est exactement dans ce qu'on vient d'évoquer et du coup et moi-même hein, tu vois, aujourd'hui je suis bien en place et pour le coup j'apprécie cette phase-là et le fait de renouveler un peu le management, puis on n'est pas à l'abri que dans 12, 18 mois, 24 mois, soit je me lasse, soit je ne suis plus la bonne personne, soit les mecs en dessous sont devenus tous meilleurs que moi et je suis plus légitime et du coup j'ai aucun problème à lâcher les rênes le jour où ça doit arriver. Si c'est pour le bien de Phoenix et pour créer plus d'impact, je suis aligné. C'est quoi le plus dur quand t'es entrepreneur pour toi, si tu devais ressortir une seule chose? Je pense que c'est la résilience. La capacité à encaisser les mauvaises nouvelles et à pas s'enflammer quand il y a des bonnes nouvelles. Nous, il y a plein de fois au départ où on sortait de rendez-vous en mode ça y est, c'est parti, on est sur Mars et tout, on va avoir un contrat cadre à plusieurs millions d'euros. Puis en fait, ça faisait pchit. Donc on a appris à pas fanfaronner après un bon rendez-vous et de même on a appris à pas être catastrophé quand on se faisait rouler dessus par un bus parce qu'on avait deux mauvaises nouvelles plus une menace de procès par un concurrent ou par un partenaire, plus truc, enfin, tu vois. Mais je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est le niveau d'emmerde que tu peux récolter quand tu es entrepreneur. Au-delà du stress que ça marche pas, il y a plein de trucs, évidemment en RH, mais aussi juridique, financier, levée de fonds, gestion du cash, pression des uns et des autres, différentes parties prenantes, qu'ils soient financeurs, investisseurs, clients, concurrents. Non, bref, il faut aimer. Il faut aimer l'intensité, il faut aimer les montagnes russes et il faut avoir le cœur bien accroché pour résister à ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. Tu as 3 bonnes nouvelles, une catastrophe, une super nouvelle, un truc moins cool. Voilà, donc ça c'était le plus dur de très loin. Comment tu gères toi ces montagnes russes? Enfin, c'est quoi la manière que tu adoptes pour gérer, pour avoir ce recul-là et pas être comme un yo-yo en permanence? Bon, moi, il y a 3 trucs. Le premier, c'est que j'essaie de prendre du recul. Donc, déjà se rappeler, se dire que on a beau avoir un métier cool, une boîte sympa, qui a de l'impact, on n'est pas chirurgien cardiaque. Et donc, si on foire un truc demain, bah, personne va mourir. Donc, tu vois. Sympa pour les chirurgiens cardiaques en tout cas. Bah, en tout cas, ils ont un métier qui est ouf et qui est noble et qui, pour le coup, est beaucoup plus en tension que le nôtre parce que voilà, si tu plantes un truc, il y a un vrai impact. C'est question de vie ou de mort. Alors, chez nous, c'est pas le cas, tu vois. Bon. Donc ça aide à prendre du recul. Deuxième chose, on essaye de faire des choses sérieuses sans se prendre de sérieux. Donc la culture d'entreprise aide beaucoup là-dessus. On essaie d'être relax et de pas se prendre la tête
Et même si on est très fiers de Phoenix, on ne considère pas qu'on est arrivé, qu'on a gagné et qu'on se la pète. Donc on reste humble et on sait que tout est allé vite dans un sens, mais ça peut aller aussi vite dans l'autre. Donc ça aide aussi. Troisième chose, je dirais que la mission de Phoenix nous aide vachement à encaisser l'ascenseur émotionnel, puisqu'on a une mission qui est chouette. Et je pense que dans la Tech for Good et l'impact, c'est ça aussi la force du truc, c'est qu'en général, tu as une mission qui dépasse un peu et qui t'aide à rester motivé dans la durée. Si je vendais des chaussettes ou si j'avais créé une chaîne de pizza, peut-être que tu vois, j'aurais moins tenu, mais là, le fait que la mission soit hyper motivante et engageante, ça aide à avoir de la résilience, quoi. Et donc, quand je vais dans une asso caritative ou quand je vais voir les commentaires de nos utilisateurs sur Facebook, ça redonne le sourire et ça redonne un peu de fuel dans la voiture. Donc, ouais, c'est un peu ça qui m'aide, grosso modo. Puis après, j'essaie d'avoir un équilibre pro-perso qui est correct, même s'il est toujours, il n'est jamais optimal. Mais voilà, mes enfants m'aident, ma femme aussi. J'essaie de continuer à voir mes potes, à faire du sport. Donc, voilà. Alors, ouais, on va y Je revenir. suis clairement dans la catégorie des workaholics, donc addict au travail, et assumé, mais bon, j'essaie d'avoir un minimum d'équilibre. On va y revenir sur ça, je te poserai des questions sur ça, mais du coup, là, si alors on est en 2021, Ouais. Phoenix dans 10-15 ans, c'est quoi pour toi, ta vision, du coup? Alors nous, il y a deux trucs. La première chose, c'est que j'espère en fait, que notre vision, mon ambition, c'est de remonter un peu la chaîne de valeur en amont. Aujourd'hui, je considère qu'on a une très bonne solution curative en aval, c'est-à-dire qu'on a un bon pansement, on a un bon remède, c'est-à-dire quand il y a du gaspillage qui est constaté, on sait le détecter grâce à notre outil et puis on sait le valoriser soit sur l'appli auprès des consos, soit sur le don aux assos. Mais nous, on veut passer du curatif au préventif. Et donc après avoir développé le pansement et le remède, on veut trouver le vaccin, quoi. Donc on veut remonter la chaîne de valeur en amont et on veut essayer de limiter le gaspillage à la source. Parce que c'est ça la vraie fin du game. Donc on veut utiliser la data et tout ce qu'on a emmagasiné comme savoir-faire pour aider les distributeurs à mieux commander, à mieux piloter leur stock, à mieux gérer les appros. Ça, c'est la première chose. J'aimerais que Phoenix devienne ça, qu'on soit légitime aussi en amont. Et pour le deuxième objectif, qui est de dire, ça serait cool que Phoenix soit l'une ou l'une des premières licornes de l'impact et de décomplexer un peu le secteur. On n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres belles histoires, y compris dans le gaspillage alimentaire, mais aussi des back market, etc. Et j'aimerais que tous ensemble, on arrive à montrer à l'écosystème qu'en fait, impact positif et croissance, c'est plus incompatible, au contraire, et qu'on peut avoir des très belles boîtes et qu'il n'y a plus de scrupules à avoir, plus de complexes. Et que voilà, et qu'ensemble on construise aussi une sorte de Doctolib, un Blablacar. On ait un peu ce même niveau d'ambition, ce qui parfois manque dans le SS, dans l'impact. Vous avez d'ailleurs, alors je crois que le chiffre c'est 115 millions, sauver 115 millions de repas depuis 2014. Ouais. Alors là, je me place personnellement. Je me dis, quand je vous regarde là, je me dis, ouais, je serais pas capable de faire le millième de ce qu'il fait là. Si tu devais te projeter là, pour des personnes qui écoutent, les auditeurs qui écouteraient et qui seraient, ouais, si je devais utiliser un anglicisme, une sorte de wannabe entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui partiraient défaitistes ou qui partiraient avec cette pression de dire, oh là, ils sont déjà à 115 millions, quoi. Déjà, le premier truc, c'est que moi, j'aurais jamais pensé faire ça. Je me serais jamais projeté sur un truc de cette ampleur-là. Enfin, je pensais pas. J'aurais été content de créer une belle boîte, une petite boîte et tout, et on avait comme l'ambition de faire un truc costaud. Mais jamais j'aurais pensé qu'on ferait ces chiffres-là si vite. Et surtout, jamais j'aurais pensé qu'on soit 200 dans la boîte et que je sois en mesure de gérer 200 personnes. Tu vois, en banque d'affaires, tu gères des gens, mais tu gères déjà des profils hyper high level qui sont pas compliqués à manager. Et j'avais jamais géré une équipe de plus de 3-4 personnes max. Donc, je pensais que j'atteindrais mes limites beaucoup plus vite. Et je dis pas qu'il n'y en a pas, elles arriveront forcément, mais en tout cas, tu vois, c'est aussi une question de confiance en soi et ce qu'on appelle en finance les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que si tu penses que tu vas pas y arriver, ben, tu vas pas y arriver. Mais si tu penses que tu peux y arriver et que tu gagnes en confiance et que tu te mets à la hauteur du costume qu'on t'a donné, ben, en fait, tu y arrives, quoi. Donc, c'est un truc qu'on m'avait dit qui m'avait vachement aidé, moi, dans du levée de fonds, c'est que les gens qui ont construit justement des Blablacar, des Doctolib, des Free, etc., qui paraissent aujourd'hui des mastodontes, eh ben, c'est des gens comme toi et moi, ils sont pas plus intelligents, ou peut-être un tout petit peu plus,
Pas plus travailleur, ou peut-être un tout petit peu plus, pas plus chanceux, ou peut-être un tout petit peu plus, mais voilà, c'est les mêmes, quoi. Donc, moi, c'est ça le principal message, quoi. Tout le monde peut y arriver, et c'est beaucoup, beaucoup une question de confiance et de drive, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que le discours, enfin, tu vois, parmi les invités du podcast, il y a vraiment une variété de personnes assez incroyable et c'est intéressant parce que du coup, euh, si je devais mettre dans la position de l'avocat du diable et me dire là, est-ce que c'est pas justement contre-intuitif par rapport à ce que la transition écologique cherche à faire, de chercher constamment la croissance, etc. Euh, Est-ce que tu penses que, enfin, qu'est-ce que tu as à dire à ça? Est-ce que tu penses que ça peut se marier? Est-ce que c'est pas incompatible? Est-ce que c'est pas aussi simple que ça? Parce que qu'est-ce que tu aurais à dire à ça? Si, je suis d'accord. On a eu un gros débat là-dessus chez Tech for Good France, qui est le réseau que je copilote, qui est maintenant intégré à Impact France. Et tu vois, il y avait pas mal de beaux invités. Il y avait Axel Lemaire et tout. Et puis il y avait aussi notamment Thibaut, qui est le CEO de Back Market, et qui venait d'annoncer une levée de fonds de 115 millions, 120 millions de dollars avec Goldman Sachs. Donc un fonds Oui. Goldman Sachs Growth Capital. Hmm. Donc un fonds vraiment très emblématique de ce qu'est le capitalisme anglo-saxon. Et du coup, le débat, c'était ça, c'était est-ce que l'hypercroissance et l'impact sont compatibles? Et il y a plusieurs approches, hein. Encore une fois, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas un pape de l'hypercroissance et des levées de fonds. C'est le chemin qu'on a choisi avec Phoenix, parce qu'on a fait 3 levées de fonds, on pourrait y revenir, mais c'est pas du tout le seul chemin. Déjà, je pense que le small is beautiful, c'est clairement quelque chose qui s'entend. Et de ne pas vouloir créer un gros truc pour créer un gros truc, c'est quelque chose qui a du sens. C'est probablement ce que je ferai sur une prochaine boîte, moi. Non pas par rejet du premier modèle, mais juste pour tester autre chose, un truc autofinancé, Hmm. où on est en contrôle, on partage la valeur avec les salariés, etc. Donc ça, c'est clair. Après, pour répondre à ta question, je pense quand même que chez Phoenix, et je pense chez pareil, c'est Back Market et d'autres, mécaniquement, plus tu grossis et plus tu as d'impact positif, quoi. En tout cas, nous, plus on grossit, plus on est dans le pays, dans le monde, plus on sauve des invendus de la poubelle, plus on redistribue à ceux qui en ont besoin, et entre guillemets, mieux on se porte, quoi. Donc parfois, si tu as vraiment l'impact au cœur du réacteur, comme c'est le cas pour nous dans notre modèle économique et dans notre business, alors il n'y a pas de contradiction selon moi. Après, il peut y avoir une contradiction sur le choix des investisseurs, le choix de la répartition de valeur, comment tu associes tous tes salariés à ce truc-là, et où est-ce que tu places le cut en disant, bah ok, moi j'ai besoin de 20 millions d'euros pour me financer. Est-ce que je privilégie la finance solidaire? Est-ce que je privilégie un fonds d'impact investing, ou est-ce que je vais chercher un Hmm. fonds de finance traditionnel? Et moi, je place le curseur ici. Si je peux éviter, j'évite. J'essaie d'être cohérent aussi dans mon actionnariat, et donc d'aller chercher des fonds Hmm. d'impact ou des fonds de finance responsables. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, en fait, c'est un peu le propos, hein, je pense, pas mal de personnes qui parlent de décroissance, c'est que c'est pas une décroissance du tout, c'est une croissance de certaines choses d'ailleurs qui sont plus écologiques et de décroissance de choses qui étaient plus mortifères pour l'environnement. Oui, exactement. Et donc du coup, c'est quoi les critères? Comment on agit en tant que garde-fou de soi-même? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un critère? Est-ce qu'il y a une grille? Enfin, tu vois, je dis ça un peu de manière candide, mais ce serait quoi en fait du coup ton garde-fou, la grille qui permet de te dire, ok, là je suis dans le vrai, dans le bon, et je suis pas en train de faire quelque chose qui maintient le système en place. Pardon, j'ajoute juste sur la question d'avant que, enfin, une raison pour laquelle moi j'ai poursuivi cette quête de croissance, c'est aussi pour démontrer, encore une fois, qu'il peut y avoir des belles boîtes et des belles structures et des belles assos qui passent Hmm. des caps et qui changent d'échelle. Ce qui est, à mon avis, parfois une des critiques qu'on peut faire à l'économie sociale et solidaire, ou à l'impact, c'est que c'est de l'entre-soi et qu'il n'y a pas de preuve de concept que ça peut passer à l'échelle. Donc voilà. Et donc les, Hmm. les garde-fous, bon, je pense que moi, d'une part, il y a mon ressenti, mon intuition. Et je pense que si un jour je fais un truc qui est en dissonance avec ce que je voulais créer en 2014, ça, ça reviendra. Et mon équipe aussi, il y a des gens qui sont très proches, qui étaient là depuis le début et qui sont fidèles à l'esprit Phoenix, et qui n'hésiteront pas, on fonctionne assez en transparence chez nous, et en radical candor. Donc ils n'hésiteront pas à me dire si un jour on prend une mauvaise décision. Après, on a écrit aussi dans un manifeste au tout début avec Baptiste ce qu'on voulait créer, et donc parfois on ressort ça un peu comme un contrat de mariage, et pour être sûr qu'on est toujours aligné avec ça.
Et puis voilà, c'est le Donc, capital. candeur, J'essaie c'est de... candeur radicale. Ça, c'est vraiment être Ouais, vraiment ouais, franc et voilà, ça, être transparent dans tout ce qui se fait, et tout ce qui se dit, etc. ouais, la candeur radicale, c'est dans la culture du feedback, mais feedback transparent. Enfin, pas dire juste ce qui va bien et mettre la petite tape sur l'épaule, mais dire aussi, tiens, là, t'as fait ça et j'ai pas apprécié. Hmm. Et là, j'ai envie que tu fasses ça et tu l'as pas fait. Enfin, être cash, mais sans vexer l'autre personne, mais il va dire les choses de façon hyper transparente. Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Donc, mais là, typiquement, je pense qu'on va bientôt avoir un cas d'école comme ça, tu vois, sur une décision concernant Phoenix sur le futur. Donc, ça sera une bonne occasion de tester tout ça. Euh, du coup, on a beaucoup parlé de Phoenix. Moi, je rappelle quand même que, enfin, le contexte à la base, c'est que ce qui a aussi permis Phoenix, c'est la loi Garot. Ouais. Euh, et donc la loi Garot, c'est ce qui a. Alors, peut-être que je le dis mal, hein, mais en gros, ça a permis d'inscrire dans la loi le fait d'être pénalisé ou d'être taxé, grosso modo, de prendre des amendes si tu gaspillais justement des invendus alimentaires. Et c'est ce qui a poussé du coup, c'est ce qui a permis l'émergence d'entreprises comme Phoenix parce que du coup, vous venez résoudre un problème qui avait été cadré par la loi. Mhm. C'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Après, je préciserai deux, trois trucs de chronologie, mais ça nous a aidé, Ok. ça c'est clair. Euh, enfin, du coup, est-ce que t'as fait toi-même du lobbying? Enfin, comment tu t'y prenais? Enfin, est-ce que t'en as fait? Et comment tu t'y prenais si t'en faisais? Est-ce que tu faisais ça du coup à ce moment-là? Alors, ouais, nous, pour être clair, donc on a souscrit en 2014 et la loi Garot, elle est sortie en 2016 avec application en 2017. Donc, en fait, on était un tout petit peu en avance de phase et donc on a contribué carrément à son éclosion, en tout cas à son arrivée dans le cadre réglementaire. Donc, la réponse est oui. Moi, je pense que c'est ce que je retiens de Sciences Po et mes 2 ans en affaires publiques, c'est que ça m'a appris un peu cette culture-là, de prendre le temps de rencontrer la sphère publique, parapublique, de pas se dire que c'est forcément déconnecté du monde des affaires et que parfois il peut y avoir un intérêt à y consacrer du temps. Avec le recul, je pense on l'a fait. Hein. Moi, j'ai passé pas mal de temps en audition à l'Assemblée nationale, dans les groupes de travail. Hmm. Guillaume Garot va lancer un pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire avec toutes les parties prenantes, distributeurs, associations, assauts de consommateurs, intermédiaires comme nous. Et ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Et en plus, d'un retour d'expérience que je peux partager aussi avec des millions d'auditeurs, c'est que souvent tu fais le travail pour d'autres. Et tu vois, ce travail d'évangélisation et ce travail de Hmm. lobbying, tu le portes en tant que pionnier et leader du secteur, mais tu sais qu'il va bénéficier à tous tes concurrents actuels, futurs, à venir et tout. Et donc, bon, il faut être à l'aise avec ça, quoi. Tu joues le jeu de l'écosystème plus que le jeu de ta boîte. Hmm. Et d'autres peuvent en bénéficier par ricochet. Mes millions d'auditeurs te remercient déjà. Euh, De rien. et du coup, enfin, si je rentre en précision là-dedans, alors très rapidement, hein, mais comment, si demain, parce que là il y a la loi climat en plus en ce moment, Ouais. je rappelle, et donc du coup, comment on fait d'autres lois Garot? Enfin, t'as des conseils sur comment on pourrait créer d'autres lois Garot, ou est-ce que c'était juste parce qu'il y avait le momentum, c'était le bon moment, et donc du coup ça s'est fait, quoi. Je pense qu'il y avait une bonne intuition politique de la part de Guillaume Garot et son équipe. C'était un sujet qui était en train de monter, mais qui n'était pas du tout dans l'air du temps comme aujourd'hui. Donc, il y a eu une bonne reprise par les médias. C'est un sujet qui a bien accroché dans la société. Et donc, tu vois, il y a eu plein de lumière médiatique et dans les journaux, à la télé, des émissions assez phares des JT sur la gaspillage alimentaire. Et ça continue, hein. C'est un sujet qui plaît et qui est assez facile à raconter. Et c'est dur d'être contre. Donc, tu vois, c'est consensuel aussi, hein, parce que, euh, et je trouve qu'après, là, ce qui a été bien fait, c'est l'alignement des intérêts entre les différentes parties prenantes, entre les distributeurs, qui ne sont pas juste sanctionnés, mais qui sont aussi récompensés quand il faut quelque chose de vertueux, avec un système de fiscalité incitative. Il y a les assos pour qui tout intérêt à économiser du budget achat et à aller s'approvisionner à coût réduit auprès des distributeurs. Les intermédiaires comme nous, au passage, on a pu créer des emplois et créer des belles boîtes. Et donc voilà, je trouve que ça, c'était un premier enseignement. Et deuxième enseignement, c'est que c'est la preuve par l'exemple. Parce que souvent, il y a les lois, puis après leur application. Et là, en l'occurrence, cette loi, elle a quand même bien aidé. Et je pense qu'on fait partie des exemples qui montrent qu'il y avait bien un avant-après et que ça valait le coup. Et que ça a été efficace. Et d'ailleurs, elle a été étendue en début d'année, en début 2021, par Brune Poisson,
à tous les invendus non alimentaires. Et donc, dorénavant, il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC pour l'économie circulaire, qui vise aussi non seulement les invendus d'alimentaires, mais aussi les crèmes solaires, les produits de beauté, les produits d'hygiène, les fringues, le textile. Et donc, ça peut marcher comme ça aussi, tu vois, par extension successive, d'un truc très spécialisé, après, ça devient progressivement une nouvelle norme, un nouveau standard. Et l'ancien standard paraît absurde, quoi. Donc, chez nous, c'était celui de la destruction et de l'incinération qui paraît fou, en fait. Mais, Ouais. Oui, je veux revenir à toi personnellement. Enfin, tu vois, tu disais, t'as fait la prépa, t'avais fait une école de commerce, t'avais fait un détour de 2 ans à Sciences Po, et tu parlais du fait que, voilà, si on rentre dans un secteur comme ça, si on tient 18-24 mois, on peut y arriver. Euh, Est-ce que c'est pas, tu penses, enfin, c'est une question peut-être un peu rhétorique aussi, mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres manières aussi d'y répondre, mais est-ce que c'est pas un luxe que tout le monde peut pas se permettre, tu vois, de lâcher un job en finance pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Et est-ce que, enfin, ça, c'est solvable d'une manière ou d'une autre? Si, t'as raison. T'as raison. Ça peut parfois être perçu comme un caprice de sale gosse quand tout va bien, c'est-à-dire que t'as un job, t'as un CDI dans une belle boîte prestigieuse avec un bon salaire, etc. Et il faut forcément trouver un truc qui va pas. Donc on peut lire ça comme ça, hein, comme une sorte de caprice, mais moi je pense pas. Je pense qu'il y avait vraiment un truc plus profond, plus philosophique moi je suis. C'est pas moi qui ai dit caprice, hein, c'est toi. Non, non, mais t'as raison, non, franchement, t'as raison. Je l'avais déjà écrit en 2014 à l'époque, parce que Ouais. je sentais, je voyais bien qu'on pouvait le prendre comme ça. Ouais. Mais franchement, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et je pense qu'il y a, ouais, il y a de la place pour tout le monde pour construire une économie meilleure, et c'est pas du tout réservé aux, aux gens qui sortent des grandes écoles, etc. Au contraire, quoi. Et du coup, mais justement, si demain tu devais lancer une école pour entrepreneurs, enfin, ce serait quoi les 3 piliers de cette école, tu vois, pour que ça fonctionne, pour que ça puisse créer un mouvement de fond, au moins en France, tu vois, mais enfin, ce serait quoi, toi, si tu devais lancer une école pour entrepreneurs, ce serait quoi les majeurs, tu vois, les 3 piliers de ton école? Ah, j'ai pas du tout réfléchi à cette question, mais le premier, je dirais que c'est bah, évidemment la question du why. Et donc, si tu vas être entrepreneur, d'abord, pose-toi la question de pourquoi, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te fait courir, quoi, est-ce que c'est gagner de l'argent, ce qui peut être un bon driver, mais qui à mon avis suffit pas, mais ça peut être quand même être un bon driver de motivation. Deuxièmement, avoir de l'impact, troisièmement, être ton propre patron. Quatrièmement, créer une famille, créer de l'emploi et faire vivre des salariés, créer une culture de boîte, etc. Enfin, il y a plein de facteurs de motivation pour être entrepreneur. Il faut juste savoir lequel nous excite le plus. Et dans ce pilier-là, je mettrais aussi le deuxième, qui fait un sous-pilier qui est bien choisir le secteur dans lequel on se lance. Parce qu'encore une fois, tu vas en bouffer après pendant 10-15 ans au petit-déj, à midi et au dessert. Donc, il faut être sûr que tu es bien aligné avec ce que tu vas faire et l'écosystème dans lequel tu vas graviter pour pas être en rejet. Deuxième pilier de cette école, ce serait de bosser sur, enfin de pas disqualifier ou de pas sous-estimer des fonctions et des métiers qui en école de commerce, en tout cas dans les écoles que moi j'ai fréquentées en tant que prof ou en tant qu'élève, sont très souvent justement pas valorisés, quoi. Mais les métiers de commerciaux, de vente, de marketing, qui sont un peu les locomotives d'une entreprise après, sont souvent vus comme enfin, on laisse ça aux écoles de rang 2 ou 3 pour les gens moins bien formés, et puis les managers d'HEC, de l'ESSEC, de SCP, de Polytechnique et tout vont faire plutôt de la stratégie, du management. Et en fait, voilà, moi je pense qu'il y a vraiment une grosse valeur à être un super commercial ou une super commerciale, à être un marketeur de génie, à être un communicant. Et voilà, ces métiers-là, je pense qu'il faut qu'ils reviennent, ils remontent un peu dans l'estime des nouveaux, aussi des jeunes talents, parce qu'il faut pas se dire que c'est des métiers à ne pas considérer. Donc, je ferai un gros effort là-dessus, sur, sur, sur ça. Et puis le dernier pilier, ce serait beaucoup, enfin moi ce que j'adore, ce qui m'a le plus été utile de très loin, de mes 7 ans d'entrepreneur, et c'est aussi ce que je préférais en école avec le recul, c'est les témoignages, le partage d'expériences par des gens qui sont dans la vraie vie et qui sont des vrais entrepreneurs.
ça remplace, je pense, n'importe quel cours théorique magistral sur l'entrepreneuriat et les modèles économiques et les business plans. Donc dans mon école, il y aurait une grosse partie de témoignages inspirants, de partage de richesses, enfin de partage d'expériences et de témoignages concrets, quoi. D'entrepreneurs qui sont plantés, qui ont réussi, qui ont fait des erreurs, qui ont revendu, qui n'ont pas revendu. Enfin, voilà. Je ferai un gros pilier là-dessus. Hmm. Si t'avais pas entrepris, t'aurais fait quoi? Bah, j'aurais, non mais fidèle à ma réflexion d'avant, j'aurais essayé de contribuer à avoir de l'impact, mais pas par la voie de l'entrepreneuriat, par la voie du salariat. Tu vois, j'aurais très bien pu finir. Hmm. Parce que j'étais pas, encore une fois, j'étais pas entrepreneur né. J'ai personne dans ma famille directe qui est entrepreneur. Et du coup, j'aurais pu terminer DAF, Resto du Cœur, ou économiste à la Banque mondiale, ou à l'OCDE. Mhm. C'est des postes qui m'auraient intéressé, tu vois. Voire peut-être en politique aussi, en cabinet, ou Hmm. voilà, avoir un impact, mais par cette voie-là. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que tu étais agnostique par rapport à la cause et que tu aurais peut-être une prochaine, enfin pour un prochain, tu pas pensé, mais tu t'es dit tiens pour le prochain projet je ferais ça différemment. Si tu devais choisir une prochaine cause, ça aurait été quoi? Enfin, ce serait quoi après Phoenix? J'avais pas de projet en tête, hein, pour être très clair. Pour l'instant, je m'éclate Oui. toujours chez Phoenix et il y a plein de trucs super cool qui se passent. Je trouve que, je trouve que précisément le sujet qui est un peu ton sujet d'ailleurs, mais le sujet de l'éducation, de la formation, en France, il est assez poussiéreux. Et ouais, moi j'ai été j'ai bien aimé ma scolarité et j'ai bien joué le jeu et tout, mais je trouve qu'avec le recul, j'aurais pu avoir une formation beaucoup plus riche, à la fois en prépa, en école et ou à la fac. Et, et même à Sciences Po, dans certaines mesures, qui est très scolaire et tout. Et donc voilà, moi je j'ai pas de solution clé en main, mais je me passerai bien un peu de temps sur comment dépoussiérer, moderniser l'éducation et la formation en France, ouais, et s'inspirer un peu de ce que peuvent faire d'autres pays. Je trouve que c'est un gros sujet qui a un gros impact et qui peut remettre la France dans la bonne direction. Euh, j'ai des questions un peu bizarres comme ça, mais c'est quoi ta plus grande peur? Alors, moi, niveau perso, c'est très clair pour le coup. C'est la peur de l'accident de vie, notamment concernant mes enfants. Ma phobie, c'est de recevoir un jour un appel en me disant ton fils est tombé dans un lac ou Ouais. on a perdu ta fille au parc. Ouais. Ouais. Ça, je sais pas pourquoi, c'est ma plus grande peur. C'est pas une peur sur Phoenix, c'est une peur de. Ou alors on déclare une maladie rare à un de mes enfants, à ma femme. Le truc qui tombe dessus et je pense que c'est quasi impossible de s'en remettre en fait. Voilà. Ça change. Ça change le rapport quand même. Enfin, ça a changé quoi le fait d'être papa? Parce que là, enfin, du coup, enfin, t'es devenu papa pendant, ouais, c'est ça, pendant Phoenix en fait. Et donc du coup, enfin, je veux dire, quand on se lance, en plus, on conseille souvent de se lancer en n'ayant pas forcément les charges familiales par exemple, etc. Ou une charge économique, un type avoir acheté un appartement. Ça a changé quoi, toi, ton rapport à l'entrepreneuriat, à ton métier, à ta boîte, le fait d'avoir des enfants? Alors moi, je me suis lancé en ayant déjà des emprunts immobiliers, Ah, etc. tu l'avais déjà. Enfin, Ok, non, tu savais déjà. non, un emprunt immobilier. Non, j'avais acheté quand j'étais en banque d'affaires parce que à l'époque j'avais de quoi. Donc Hmm. j'avais acheté un emprunt et donc ça fait partie. C'est intéressant comme question. Ça fait partie des éléments qui auraient pu freiner ma prise de décision parce que tu vois j'avais un gros emprunt, il fallait que je sorte pas mal de cash tous les mois et tout, donc il fallait passer outre. Et donc il y avait 1000 raisons de pas le faire. Ça c'est le premier truc. Et après les enfants, spécifiquement la question des enfants, ça arrivait plus tard effectivement. À une époque où tout le monde me disait que j'étais fou et qu'il fallait pas le faire parce que on s'est créé en 2014, en mars. Je me suis marié en septembre, donc dans une boîte qui était en friche et où on n'avait aucune perspective encore. Et le premier enfant est arrivé en mars 2016. Et donc la boîte avait même pas 2 ans. Et on était encore en plein décollage et on faisait des journées de 18 heures. Mais pareil, faut pas écouter les conseils, il faut y aller. Et si tu le sens, il n'y a jamais de bon moment de toute façon. Donc moi j'ai aucun regret, c'était très cool. Ça m'a permis de prendre du recul et donc de me forcer à mieux gérer mes horaires et à être là pas trop tard le soir, quitte à rebosser après en décalé, mais
Ça m'a mis un peu une hygiène de vie pour que je puisse voir mon fils et ma fille. Et je pense que, mine de rien, ça contribue à la fierté de construire une boîte qui a un impact positif. Et de me dire, ok, ben, je ne serais pas engraissé comme un gros cochon dans un métier. J'aurais essayé de faire les choses un peu différemment, d'avoir ouvert la voie. Et donc, s'ils en sont fiers, tant mieux. Et si j'ai laissé un monde un peu moins moisi à la petite échelle, c'est cool pour eux. Sauf. On arrive aux dernières questions. Comment tu arrives à garder un équilibre vie perso, vie pro? Alors tu l'as dit, hein, t'es un worker alcoolique, mais ou est-ce que tu essaies pas de le garder? Tu te dis en fait non, je fonce droit dedans et en fait bon, c'est comme ça que je suis et je me nourris par ça. Alors moi, je me rends compte avec le recul que j'ai toujours, enfin, en tout cas, que ce qui a caractérisé ma vie, au moins les 20 dernières années, ouais, c'est ça, c'est l'intensité. Tu vois, j'étais en prépa pendant 2 ans. C'est quand même un truc assez costaud où tu bosses énormément. Après, j'étais en école de commerce où j'étais un peu sur tous les fronts aussi, à faire dans plusieurs assos, BDE. J'ai fait une licence de droit en parallèle parce que j'avais du temps libre, enfin, tu vois. Et après, j'ai fait Sciences Po, je me suis rajouté ça en plus, en parallèle du reste. J'ai fait 50 banques d'affaires qui sont pareil, un truc ultra, ultra exigeant et ultra intense. Tu fais des 100 heures semaine, tu bosses le week-end et la nuit. Et puis après, je me suis lancé sans transition dans l'entrepreneuriat, qui est peut-être le truc le plus intense par définition. Où tu as une charge mentale de fou et tu as des horaires dont tu es le plus maître, parce que tu peux gérer ton emploi du temps, c'est toi ton propre boss. Et par contre, en termes de pression, c'est incomparable avec le salariat. Et donc voilà, moi je pense que je suis à l'aise avec ça, c'est ce que j'aime, sinon j'aurais pas fait tous ces trucs enchaînés. Et par contre, j'ai toujours accordé vachement d'importance à la famille et aux amis, aux potes, quoi. Donc j'ai plusieurs groupes de potes que j'ai dans mes différents cercles, à l'ESSEC, à Sciences Po, dans des phrases de boîte, et puis chez Phoenix, parmi les alumni et parmi les nouveaux arrivants. Et donc voilà, j'essaie de les voir, de faire du sport, de faire des soirées, de faire des vannes, de débrancher un peu, et puis de parler d'autre chose que de Phoenix. Est-ce que tu as, en tant que Jean Moreau, mais en tant qu'entrepreneur aussi, mais est-ce que tu as des bouquins ou des œuvres à conseiller pour des personnes qui auront envie de t'inspirer de ton parcours ouais, ou alors tu vas être de manière générale un acteur de cette transition écologique ou d'apporter sa pierre, quoi. Est-ce que tu aurais des œuvres à conseiller qui t'auraient marqué, toi? Bon, moi, il y a un livre que j'aime bien, qui m'avait aidé à franchir le cap. C'était un livre qui s'appelle Le désert des Tartares. Le désert des Tartares de Dino Buzzati, qui raconte un peu la quête de sens et quelqu'un qui s'enferme dans une routine et qui le regrette. Ça, c'est un livre un peu, c'est pas philosophique, mais c'est un livre littéraire. Après, dans les livres business, il y en a un qui m'a pas mal aidé à être efficace, qui s'appelle La 25e heure, qui est une sorte de recueil de conseils d'entrepreneurs successful qui donne un peu tous leurs tips pour gagner 1 heure par jour de productivité. Donc leurs outils, leur façon de s'organiser, leur manière de dire non à des sollicitations, leur gestion du temps, des priorités et tout. Donc ça, c'est très opérationnel, hein, c'est pas de la philosophie, mais c'est utile. Et voilà, puis après j'ai mis en ce moment un livre moi, qui est très connu, qui s'appelle Radical Candor, on en a parlé, qui est sur la façon de faire des feedbacks bienveillants, et puis un autre qui s'appelle The Founder's Mentality, qui est un bouquin qui a été créé par les partenaires du cabinet de conseil Bain, qui raconte qu'en fait, on cherche beaucoup les causes de succès à l'extérieur, dans la stratégie, dans les études de marché, dans les études de concurrence, dans les attentes des clients. Et en fait, beaucoup des problèmes et des solutions d'une boîte, elles viennent de l'interne, et des problèmes d'organisation, de focus, d'organisation RH. Donc, ouais, c'est un bouquin qui pousse à se recentrer vers l'envers du décor et vers l'intérieur de son organisation, plus que de passer son temps à scruter le marché, l'environnement, la concurrence. Donc, utile. The Founder's Mentality. Alors, on arrive à la dernière question. J'ai appelé ce podcast Déprise. Alors, Déprise, c'est un terme philosophique qui était vachement utilisé par Michel Foucault et qui disait qu'en fait, pour se rapprocher de la vérité, il fallait se déprendre de soi pour être le plus objectif possible. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une déconstruction en fait. Hein. Et je pense que dans cette transition écologique, en tout cas, toutes les personnes qui y contribuent, on fait pas mal de déconstruction. C'est quoi, toi, ta déconstruction de 2021?
Je pense que si ma déconstruction sur 2021, je me suis rendu compte qu'en fait, avec tous les combats que je portais et, et tous les trucs que j'incarnais, il fallait que je sois encore plus exemplaire. Et donc, il y avait des choses sur lesquelles, moi, à titre perso, j'étais pas encore 100% exemplaire. Donc, tu vois, typiquement, on est sur Phoenix, on est dans l'anti-gaspi, les zéro déchet. Donc, j'essaie de faire beaucoup plus attention qu'avant sur consommation de plastique, la consommation de contenants, le fait de prendre l'avion versus le train, de privilégier le tourisme local plutôt que de partir à l'autre bout de la planète, etc. Donc, j'avais encore des réflexes de l'ancien monde et c'est plus acceptable de par ce qui est devenu Phoenix et ce qu'on représente dans l'écosystème. Donc ça, c'est un truc que je déconstruis en 2021. Voilà, et puis pareil, en termes de gouvernance interne, on raconte beaucoup de choses, et puis en fait, je me rendais compte qu'on n'avait pas encore associé tous les salariés au capital de Phoenix, et c'est en train d'être fait. Donc voilà, on avance aussi sur nos pratiques, et on veut faire de Phoenix une boîte exemplaire jusqu'au bout. Eh ben génial. Bah écoute, c'est la fin. Merci Jean d'avoir partagé tout ça. Et puis à très vite. Eh ben de rien, merci à toi Patrick, à très bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez aussi envie que le projet continue, la manière la plus simple et efficace pour me soutenir, c'est de mettre un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. C'est principalement ce qui permet au podcast d'être mis en avant. Et si vous avez des retours, des suggestions, des envies pour le podcast, dites-le moi sur les réseaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très vite.